Bonjour. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour écouter cette soutenance. Donc, je vais vous présenter les travaux que j'ai effectués durant ces 3 dernières années qui portent sur la rhéologie à l'interface entre un liquide et un solide. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, la rhéologie, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un terme qui veut dire la science de l'écoulement. Et en fait, comprendre comment un liquide s'écoule, c'est une problématique qui est arrivée assez tôt dans l'histoire de l'humanité, puisque au moment où les populations se sont sédentarisées, il a fallu développer des réseaux d'irrigation, donc en fait, à construire un savoir empirique pour maîtriser la façon dont un fluide s'écoule. Et puis ensuite, il y a eu voilà, un développement au fil des siècles de cette connaissance. Et puis, c'est au XVIIIe et XIXe siècle qu'il y a eu un gros effort pour mathématiser la façon dont s'écoulait un fluide en faisant des bilans de quantité de mouvement, des bilans de quantité de matière. Donc, il y a eu les travaux préliminaires de l'air, et puis ensuite, il y a eu les travaux, entre autres, de Navier et de Stokes, indépendamment, qui ont abouti à l'équation de Navier-Stokes que vous voyez ici, qui est une équation encore extrêmement utilisée et étudiée aujourd'hui. Et donc, cette équation, elle permet d'obtenir la vitesse V en tout point d'un fluide à partir des propriétés de l'écoulement et puis des propriétés du fluide, donc la densité ρ par exemple. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser c'est la viscosité, état du fluide. Et ce que vous voyez, donc, c'est que c'est une équation différentielle. Et donc, pour résoudre une équation différentielle, on a besoin de la valeur de la vitesse aux extrémités de l'écoulement. Donc, ça peut être à l'interface entre le fluide et l'air. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur de la vitesse à l'interface entre le fluide et une paroi solide. Alors, c'est une question qui est importante parce que euh, les molécules de fluide au voisinage d'une paroi sont influencées par la présence de la paroi et ça va modifier leur dynamique. Et donc, la valeur de la vitesse à la paroi n'est pas évidente. Et c'est une question qui a des applications dans beaucoup de domaines et à beaucoup d'échelles. On peut penser par exemple à l'extraction du pétrole. Une des façons d'extraire le pétrole des sols, c'est d'injecter un liquide sous pression dans la roche. Et l'énergie qu'il faut fournir pour injecter ce fluide, elle va dépendre de la dissipation au voisinage des pores de la roche. Et donc la question de la dissipation à l'interface liquide-solide joue un rôle direct sur le coût de l'extraction. Un autre domaine qu'on appelle l'énergie bleue, c'est un moyen de récupérer l'énergie par osmose. Donc on prend deux réservoirs, un réservoir d'eau salée, un réservoir d'eau douce, qu'on met en contact et on met une membrane entre les deux. Donc cette membrane, c'est une membrane poreuse qui laisse passer sélectivement l'eau. Et pour récupérer le plus d'énergie possible, il faut dissiper le moins d'énergie possible quand l'eau s'écoule à travers les pores. Donc il faut maximiser le déplacement du fluide au voisinage de la paroi des pores. D'autres questions qui peuvent être importantes, c'est des questions plutôt en biologie. Donc le corps humain, par exemple, est fait d'un grand nombre de vaisseaux qui sont des tout petits tuyaux et dans lesquels le sang s'écoule et la valeur de la vitesse à la paroi n'est pas évidente. Il y a souvent des choses qui peuvent se mettre sur les parois et il peut y avoir des liens avec certaines maladies. Et un autre exemple, c'est les protéines qu'on appelle les aquaporines. Donc, c'est des protéines transmembranaires qui permettent de laisser s'écouler l'eau à travers un tout petit pore. En fait, elles forment un tout petit pore de l'ordre de quelques angstroms de diamètre. Donc, elles laissent passer quelques molécules d'eau en largeur. Et en fait, elles laissent écouler l'eau de façon extrêmement efficiente. Et donc, il y a de la recherche à ce niveau-là également. Vous n'entendez pas trop de choc avec le micro. OK. Et donc, la configuration moi, que je vais étudier aujourd'hui, ce sera souvent un écoulement qu'on appelle de couette. Donc, c'est un système très simple où on prend un fluide qu'on place entre deux parois. La paroi du bas est immobile et la paroi du haut va se déplacer horizontalement à une vitesse U. Donc, ça va générer un écoulement dans le fluide. Et donc, on va avoir un profil de vitesse qui sera linéaire.
Et de ce profil de vitesse, on peut mesurer la pente, qu'on appelle un taux de cisaillement, qui s'appellera gamma point ici. C'est donc la différence de la vitesse en haut et en bas divisée par l'épaisseur de fluide. Et donc nous, la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe au voisinage de la paroi? Généralement, l'hypothèse qu'on fait, c'est l'hypothèse de non-glissement, qu'on appelle no slip en anglais. Et cette hypothèse, elle stipule que la vitesse du fluide à la paroi est nulle. C'est une hypothèse qui est généralement très vraie et qu'on prend très souvent, mais elle n'est pas toujours applicable. Et il y a donc l'autre cas, c'est le cas slip, donc le cas glissement. Dans ce cas-là, la vitesse du fluide à la paroi n'est plus nulle, elle est positive. On l'appelle VS, donc la vitesse de glissement, slip velocity en anglais. Et on peut caractériser le glissement également par une longueur, c'est cette longueur B que vous voyez là. Donc c'est la distance dans le solide à laquelle le profil de vitesse s'extrapole à 0. Donc si B égale à 0, la vitesse du fluide à la paroi est nulle, on retombe sur le cas du non-glissement. Et si B est positif, on a du glissement. Voilà. Et en fait, cette question du glissement, donc, elle a été inférée expérimentalement dans les années 80 ou plus tard, disons, par Chouraev et collaborateurs qui ont fait une expérience dans laquelle ils prennent un capillaire de rayon R et de longueur L. Ils font s'écouler de l'eau à l'intérieur et puis pour faire ça, ils appliquent une différence de pression, P in moins P out. Et puis, ils mesurent la valeur de la vitesse moyenne dans le capillaire. Et donc, ils tracent voilà, la valeur de la vitesse moyenne en fonction de cette différence de pression. Ils obtiennent ces régimes linéaires. Et effectivement, si on résout l'équation, donc ici c'est l'équation de Stokes, en supposant des conditions limites de non-glissement, donc une vitesse nulle à la paroi, on obtient cette équation. Donc la vitesse moyenne est proportionnelle à la différence de pression qu'on applique. Et il y a un préfacteur 1 sur eta, eta étant la viscosité de l'eau ici. Et donc si on connaît parfaitement R et L, on peut mesurer eta à partir de ces équations, à partir de ces mesures-là. Et si on fait ça, on trouve une viscosité pour l'eau qui est de 0,7 mPa/s, et ça, c'est trop faible. La viscosité de l'eau, c'est 1. Et donc, les auteurs expliquent cette différence par le fait qu'en fait, on a des conditions limites de glissement. Et si on résout l'équation en prenant en compte du glissement, on obtient ce préfacteur-ci qui fait intervenir la longueur de glissement. Et donc, effectivement, la viscosité qu'on mesure, c'est une viscosité effective qui est diminuée par ce terme de glissement. Alors, si on fait le calcul explicite, on trouve une longueur de glissement qui est étonnamment grande dans ce cas-là, parce qu'en fait, cette expérience nécessite d'avoir une valeur très précise du rayon, sinon on génère une erreur sur la mesure du glissement, et donc on peut mesurer un glissement trop important. Et donc, si on regarde plus précisément ce qui se passe près de l'interface, donc ici, vous avez le fluide. Donc, dans le fluide, il y a un écoulement de cisaillement. Donc, chaque couche de liquide a une vitesse différente de la couche qui la suit. Et donc, la couche la plus rapide va entraîner la couche la plus lente et vice-versa. Et donc, on a une contrainte qu'on appelle contrainte visqueuse entre chaque couche de fluide. Et donc, cette contrainte sigma, c'est le produit de deux termes, la viscosité, eta, et puis la variation de vitesse qu'on a appelée taux de cisaillement gamma point. Donc, ça, c'est connu. Et puis, donc, quand vous avez du glissement, le fluide s'écoule avec une vitesse Vs sur la paroi. Ça génère une contrainte au niveau de l'interface. Et la question, c'est que vaut cette contrainte à l'interface dans ce cas-là? En fait, il y a une hypothèse qui a été formulée dans les années 1800 par Navier lui-même. Donc, quand il a écrit un peu toutes les équations qui ont donné ensuite l'équation de Navier-Stokes, il a fait l'hypothèse du glissement et il a supposé que la contrainte à la paroi, que j'appelle sigma W ici, elle était proportionnelle à la vitesse de glissement. Et ça permet de définir un coefficient de proportionnalité lambda, donc, que j'appellerais coefficient de frottement, et qui s'exprime en kilogrammes par mètre carré par seconde. Donc, c'est un paramètre très important aujourd'hui qu'on va regarder en détail. Et donc, si on linéarise le profil de vitesse au voisinage de la paroi, donc gamma point, c'est la variation de vitesse, donc c'est Vs sur B ici. Et puis, on applique la continuité de la contrainte entre le volume et la surface, et puis on obtient que la longueur de glissement, B, c'est le rapport de la viscosité eta sur le coefficient de frottement lambda. Et donc, pour vous donner quelques ordres de grandeur, pour de l'eau, la longueur de glissement, c'est quelque chose autour de 10 nanomètres, donc c'est très souvent négligeable, sauf si on regarde des écoulements tout petits. Si on prend des liquides un peu plus visqueux, par exemple des alcanes, on peut augmenter un petit peu la longueur de glissement, on atteint 100 nanomètres. Et puis, pour des polymères, qui sont des liquides qui peuvent être beaucoup plus visqueux, on atteint quelque chose de l'ordre du millimètre, si on choisit bien la surface. Et je dis si on choisit bien la surface parce que, effectivement, le choix de l'interface va complètement conditionner la dissipation qu'on y observe. Donc, le premier paramètre dont dépend lambda et dont dépend B, c'est l'énergie d'interaction liquide-solide. Donc ça, une façon expérimentale de le quantifier, c'est de mesurer un angle de contact, θ.
Et donc là, vous avez un exemple, vous avez la longueur de glissement en fonction de l'angle de contact, et vous voyez que plus l'angle de contact est grand, plus la longueur de glissement est grande. Et ici, vous avez la même chose, c'est des résultats de simulation numérique en dynamique moléculaire pour de l'eau, et vous voyez la même dépendance, B augmente quand θ augmente. Et les dépendances qu'on prend généralement, c'est que la longueur de glissement, donc elle varie comme l'inverse du carré de l'énergie d'interaction entre le liquide et la paroi, qui dépend de l'angle de contact. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que la longueur de glissement, elle dépend aussi de la rugosité. Et donc, quand on veut changer l'angle de contact, on peut aussi changer la rugosité par le traitement de surface qu'on applique. Donc ici, vous avez un exemple, vous avez de la longueur de glissement en fonction de la rugosité pour de l'hexadécane. Donc vous voyez, quand la surface est très rugueuse, on ne glisse pas. Donc pour avoir un glissement fort, il faut avoir une surface très très lisse. Un autre paramètre dont peut dépendre le glissement, c'est un éventuel couplage entre les modes de vibration électronique des molécules d'eau ou de fluide et la propagation de phonons dans le solide. Donc ça peut générer un autre terme de frottement voilà, qui peut se combiner aux autres types de frottement. Et nous, le paramètre qui nous intéresse, c'est la température. En fait, l'intérêt de regarder l'effet de la température, c'est que la température, elle joue sur tous ces aspects-là. Donc, elle peut jouer sur le mouillage, donc l'angle de contact. Elle peut jouer sur la structure du mur à la paroi. Elle peut jouer sur la force de couplage entre les électrons et les phonons. Donc, en changeant la température, l'idée, c'est qu'on peut essayer de trouver quel est le mécanisme prépondérant à l'origine du frottement. Et donc, c'est un peu la question qu'on a essayé de se poser pendant ma thèse. Et donc, la température, la première chose qu'elle va faire varier, c'est la viscosité. Donc là, vous avez un exemple, état la viscosité en fonction de la température. Donc, quand on chauffe un liquide, la viscosité diminue, on en a l'intuition. Moi, aujourd'hui, je vais souvent utiliser la représentation qui est à droite. Donc, c'est exactement la même chose, mais je trace le log de la viscosité en fonction de l'inverse de la température. Donc, les températures chaudes sont à gauche, les températures froides sont à droite. J'utilise ce mode de représentation-là parce que souvent, la viscosité, elle suit cette loi d'Arrhenius. Donc, la viscosité, elle dépend de l'exponentielle d'une énergie d'activation sur RT. Et si la viscosité suit cette loi-là, dans ce mode de représentation, on obtient une droite. Et la pente de la droite nous donne directement accès à l'énergie d'activation pour la viscosité. Donc, c'est une preuve visuelle de cette dépendance. Donc là, vous voyez que la viscosité augmente de façon arrhénienne. Et puis, quand on atteint un régime plus froid, on a une dépendance super arrhénienne. Donc là, il y a différents modèles qui permettent de capturer ces dépendances-là. Pour la longueur de glissement, donc là, je vous ai représenté des mesures issues de la littérature. Donc pour 3 fondus de polymère, à gauche, vous avez le PDMS. Vous voyez que la longueur de glissement augmente quand la température augmente. À droite, vous avez le polystyrène. Vous voyez que la longueur de glissement diminue quand la température augmente. Et au centre, vous avez du PMMA. Vous voyez que la longueur de glissement n'est pas monotone en température. Donc effectivement, la dépendance en température du glissement et, a fortiori, la dépendance en température du coefficient de frottement est une question non triviale et encore ouverte. Donc, on a essayé d'y répondre. Donc, on a travaillé en 2 temps. La première partie de ma thèse, j'ai effectué des simulations de dynamique moléculaire. Et le but, c'était de regarder la dépendance en température du frottement pour un système très simple, pour essayer de comprendre comment, dans ce système simple, comment le frottement dépendait de la température. Donc, on a simulé un système de Commandersen, je vais y revenir. Donc, ça, c'est une collaboration avec Laurent Joly et Sami Merabia à l'ILM à Lyon. Et dans un deuxième temps, on a regardé des mesures expérimentales sur des solutions de polymères, parce que les polymères, ça glisse beaucoup, donc on peut facilement mesurer du glissement. Enfin, facilement. Vous allez voir à quel point. Et donc, on a effectué des mesures de glissement au réomètre. Ça, c'est un projet en collaboration avec Daniel Dodzinski au LLB, au CEA. Et dans un deuxième temps, on a regardé en détail le profil de concentration d'un polymère au voisinage d'une surface en utilisant la réflectivité neutron. Et donc ça, c'est un projet qui est en collaboration avec Philippe Gunfreund à l'ILL à Grenoble et sur lequel on a été aidé par Thiago Uterello Corvo. Donc je vais commencer, donc ça va être le plan en fait, de mon exposé, je vais commencer par les simulations, puis je vais passer à la partie expérimentale. Donc pour les simulations, donc ça c'est le système qu'on simule, donc c'est cet ensemble d'atomes. On prend un ensemble bidisperse, donc il y a 2 types d'atomes, bleu et vert ici. Donc ce fluide, on l'appelle un fluide de Cobb-Andersen. Donc, on prend une majorité de particules bleues et une minorité de particules vertes. Et l'intérêt de prendre 2 types d'atomes dans le fluide, c'est que ce liquide ne cristallise pas. Donc, il est fluide à haute température. Et puis, quand on le refroidit en dessous de sa température de fusion, on obtient un régime surfondu. Et donc, l'idée, c'était qu'on avait accès à 2 régimes fluides dans ce système. Et donc, on pouvait sonder éventuellement 2 comportements de glissement différents. Donc, on prend ce fluide qu'on confine entre 2 parois cristallines.
Et une fois qu'on a positionné tous nos atomes, il faut se donner la force d'interaction entre toutes ces particules. Donc, on est obligé de faire une hypothèse. Là, on prend un potentiel d'interaction qu'on appelle de Lennard-Jones. C'est un potentiel extrêmement classique en simulation. Donc, vous voyez ici, c'est la courbe en noir. Ça, c'est la force d'interaction en fonction de la distance entre deux atomes. Donc, c'est un potentiel qui est répulsif à courte distance pour éviter que les atomes s'interpénètrent, et un potentiel qui est attractif à grande distance pour permettre d'avoir un fluide qui a une cohésion. Et donc, mathématiquement, le potentiel s'exprime de cette façon-là. Donc, il fait intervenir deux paramètres, epsilon, qui est la force de l'interaction, et sigma, qui est la distance caractéristique de l'interaction. Donc, on doit se donner tous ces paramètres pour tous les couples d'atomes du système, donc bleu-vert, bleu-bleu, bleu-orange. On va fixer tous ces paramètres. Le seul paramètre qu'on va faire varier, c'est l'interaction entre les particules du fluide et la surface. Donc, ce paramètre, je vais l'appeler epsilon ls. Ce sera le même pour le couple bleu-orange et vert-orange. Et c'est celui-là qui va nous jouer sur le mouillage en fait, de notre fluide sur la surface. Donc, on va regarder deux systèmes. Le premier système qu'on va regarder, c'est celui qui est à gauche ici. C'est un liquide sous cisaillement. Donc, on déplace les parois à une vitesse U, comme j'ai montré dans l'introduction. Et donc, on peut extraire la contrainte à la paroi et le profil de vitesse dans le fluide. Et de ça, on peut mesurer en fait, toutes les grandeurs qui nous intéressent. L'autre système qu'on a regardé, c'est un système à l'équilibre. Donc, on a une paroi qui est cette fois-ci immobile, mais le fluide étant soumis à l'agitation thermique, on a des fluctuations de la contrainte à la paroi. Et donc, cette fluctuation de contrainte contient des informations sur le frottement. Donc, plus précisément, ce qu'on peut mesurer, c'est la corrélation des contraintes entre deux instants, donc la contrainte sigma ici, entre un instant 0 et un instant tau. Et ce que vous voyez ici, c'est que donc, les contraintes sont corrélées à court instant. Si on prend des instants très loin dans le temps, les contraintes ne sont plus corrélées, puis on a un saut entre les deux. Et donc, si on intègre cette courbe-là, il a été montré qu'on obtient donc cette courbe-ci et que le plateau de cette courbe-ci nous donne accès directement au coefficient de frottement. L'autre système qu'on regarde, c'est ce système donc, sous cisaillement. Donc, on a un profil de vitesse qui s'applique dans le fluide, qui est schématisé ici, et puis on peut y avoir accès numériquement. Donc, vous avez ici le profil de vitesse en fonction de l'altitude dans le fluide. Donc, de ce profil de vitesse, vous voyez qu'il est linéaire. On peut mesurer la pente. Donc, ça nous donne encore une fois le taux de cisaillement gamma point. Et puis, vous voyez d'une paroi, par exemple la paroi du bas, vous voyez que la vitesse du fluide de la paroi est U, la vitesse du fluide à la paroi est plus petite. Donc, la différence des deux nous donne accès à la vitesse de glissement. On a également accès à la contrainte exercée à la paroi à chaque instant sur chacune des deux parois. Donc, on obtient ce nuage de points. Et donc, on peut faire la moyenne pour avoir la contrainte moyenne à la paroi. Et donc, de tout ça, on peut obtenir la viscosité, la vitesse de glissement, le coefficient de frottement et donc la longueur de glissement qui est le rapport état sur lambda. Alors, il y a une toute petite subtilité pour ce système, c'est le choix de la vitesse de cisaillement. Donc là, si on trace le coefficient de frottement en fonction de la vitesse de cisaillement, vous voyez qu'on a un plateau à petite vitesse de cisaillement et puis ensuite une diminution du coefficient de frottement. Nous, la valeur qui nous intéresse, c'est dans ce régime linéaire ou newtonien. Donc, c'est la valeur de plateau. Donc, on fait systématiquement un scan en U pour être sûr d'être dans le plateau. Et donc, pour vous illustrer ça, ici à gauche, vous avez la viscosité en fonction de U, à droite, lambda en fonction de U, à différentes températures. Vous voyez que la viscosité dépend très peu de la valeur de U. Par contre, le coefficient de frottement en dépend fortement. Pour les températures chaudes, donc ici vers les courbes orange, on a un grand plateau. Par contre, quand on refroidit le système, le plateau devient de plus en plus petit, donc on est obligé de faire les simulations à des vitesses très faibles. Et donc, on a plus de bruit de mesure, donc il faut faire des simulations plus longues, donc c'est un peu plus coûteux de faire les mesures à basse température. Voilà. Donc, en termes de résultats, donc là, je vous trace les résultats pour le régime à haute température, donc pas sur fondu. Donc, la viscosité en fonction de 1 sur T. Donc, ici, il y a des points sous cisaillement et à l'équilibre. Vous voyez qu'on trouve exactement les mêmes valeurs de viscosité, quel que soit le système. Donc, ça, c'est rassurant. Et puis, vous voyez que dans ce mode de représentation, on a une droite. Donc, effectivement, la viscosité suit une loi arrénienne et la pente nous donne une énergie d'activation de 2,9. On peut faire la même chose pour le coefficient de frottement. Donc là, j'ai mis deux valeurs de paramètre epsilon ls. En orange, grande interaction avec la paroi. En bleu, faible interaction avec la paroi. Vous voyez qu'on a un bon accord entre les mesures à l'équilibre, qui sont en triangle, et sous cisaillement, qui sont les ronds. C'est moins parfait pour la viscosité, parce qu'on a des problèmes de taille finie pour les mesures à l'équilibre, mais on trouve à peu près les mêmes valeurs dans les deux cas. Et puis, encore une fois, on a des droites dans ce mode de représentation. Donc, on peut sortir l'énergie d'activation pour ces deux courbes. Donc, on trouve 2 ici pour la courbe bleue et 3,7 pour la courbe rouge. En fait, on peut faire une variation plus détaillée que ça de epsilon ls et tracer la pente à chaque fois. Donc, c'est ce qui est tracé ici. L'énergie d'activation en fonction de epsilon ls. Vous voyez qu'on a une fonction croissante.
Et j'ai tracé ici, pour donner un repère, l'énergie d'activation de la viscosité. Donc, vous voyez que selon le choix de epsilon ls, EA lambda est plus grand ou plus petit que EA eta. Ça, c'est important parce que si on regarde maintenant la longueur de glissement, donc c'est le rapport eta sur lambda, donc ça suit également une loi d'Arrhenius, mais l'énergie d'activation qui apparaît, c'est cette différence d'énergie. Et vous voyez que cette différence d'énergie, elle change de signe en fonction du choix de epsilon ls. Donc là, vous voyez la longueur de glissement en fonction de 1 sur t, et vous voyez qu'elle est croissante avec la température dans le cas des fortes interactions avec la paroi, et elle est décroissante avec la température dans le cas inverse. Voilà, donc ça c'était pour les mesures à haute température. Maintenant, on a regardé le régime à plus basse température. Donc là, vous voyez la viscosité. Nous, on était dans le régime ici à haute température, à gauche. Ensuite, on passe la température de fusion et puis on obtient un régime surfondu. Et dans le régime surfondu, la viscosité, donc ce que j'ai dit au début, elle augmente de façon super arrhénienne. Ça, c'était déjà connu. La question, c'est comment varie le coefficient de frottement. Et donc, c'est ce que vous voyez là, lambda en fonction de 1 sur t. Donc, à gauche, le régime arrhénien que je vous ai montré juste avant. Et à droite, vous voyez qu'on a deux comportements différents. Soit le coefficient de frottement diminue brutalement, soit il augmente plus vite que le régime arrhénien. Donc, on a essayé de comprendre ces observations-là. Donc, cette diminution brutale, si on regarde une image de la simulation, par exemple cette image-ci à droite, vous voyez que le fluide au voisinage de la paroi, quand on refroidit, les particules vertes sont expulsées de l'interface. Vous voyez qu'on n'a plus que des particules bleues. Donc, on a un fluide monodisperse au voisinage de l'interface et un fluide monodisperse en dessous de T égale 1 dans notre cas, ça cristallise. Donc, en fait, on a un cristal et on se retrouve dans un cas de frottement solide-solide. Et dans ce cas-là, ce qui compte, c'est la commensurabilité entre le cristal de la paroi et puis le réseau cristallin du fluide. Pour les caractériser, on peut regarder le facteur de structure. Donc, ça nous donne des pics de Bragg ici qui sont caractéristiques de la structure cristalline qu'on obtient. Donc là, à gauche, vous avez le liquide qui a cristallisé. Vous voyez qu'on a un réseau hexagonal. À droite, vous avez le facteur de structure du mur, où on a un réseau carré. Donc, les deux structures étant incommensurables, le frottement est fortement diminué. L'autre cas, le cas orange ici, vous voyez qu'on a une augmentation super arrhénienne de coefficient de frottement. La dépendance ici peut être modélisée également par une loi de VFT avec des paramètres un peu différents de ceux de la viscosité. Donc, c'est un régime un peu plus intéressant. Voilà. Et donc, si on regarde la longueur de glissement en fonction de l'inverse de la température, donc on voit effectivement quand on a une forte diminution du frottement, puisqu'on a également une forte augmentation de la viscosité, on obtient des longueurs de glissement qui sont gigantesques. Tandis que dans le cas où on est super arrhénien, également pour le coefficient de frottement, on a un B qui décroît tranquillement avec la température. Voilà, donc pour vous récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, je vous remets ce graphe-là. Donc, on a un régime arrhénien à haute température. Si on n'a pas de cristallisation d'interface, on a un régime super arrhénien à basse température pour le frottement. En fait, le régime arrhénien, il a déjà été observé expérimentalement pour des fondus de PDMS, donc c'est un polymère. Et donc, la technique qui a été utilisée pour regarder ça, c'est ce que j'ai appelé dans mon manuscrit la TPP, donc c'est un suivi de motifs photoblanchis. Je vais la décrire brièvement parce que j'en aurai besoin dans la suite. Donc, l'idée, c'est de mettre des marqueurs fluorescents dans notre polymère. Et puis, on confie notre polymère entre une surface ici, un wafer de silicium, par exemple, sur lequel on va avoir du glissement, et une surface en haut qui va cisailler le fluide. Et on va venir bleacher la fluorescence. Donc, on va venir focaliser un laser le long d'une ligne dans l'échantillon. Ça va venir éteindre la fluorescence le long de cette ligne-là. Donc, ça va dessiner une ligne noire. Et ensuite, quand on cisaille, eh bien, on peut regarder la déformation de cette ligne noire. Et ça permet de remonter directement visuellement à la longueur de glissement. On a également accès au taux de cisaillement réel, puisque la pente ici de cette courbe-là nous donne accès directement au taux de cisaillement vrai subi par le fluide. Et donc, en utilisant cette technique-là, donc là, c'était un travail de Eno Exelka de 2018, donc, c'est le coefficient de frottement du PDMS en fonction de l'inverse de la température pour deux types de surfaces. Et il voit effectivement un régime arrhénien. Et la pente dépend du traitement de surface qui a été appliqué. Donc, on retrouve à peu près les mêmes résultats qu'on a observés, nous, en simulation. Par contre, ce régime arrhénien ici, à basse température, expérimentalement, on n'a pas d'observation. Et donc, l'idée, c'était un peu de regarder ça plus en détail, donc de faire des mesures en utilisant des polymères, parce que les polymères, ça glisse beaucoup, sur une gamme de température étendue. Donc, il fallait mettre à jour un peu cette manip-là pour étendre la gamme de température accessible et voir si on obtenait des régimes arrhéniens, des régimes super arrhéniens expérimentalement. Donc, le système qu'on a regardé expérimentalement, c'est celui-ci. Donc, c'est une solution de polymère. Le polymère, c'est du polystyrène. Le solvant, c'est ce qu'on appelle la diéthylphtalate, donc je l'appellerai DEP dans la suite. Et donc, c'est une solution semi-diluée et enchevêtrée. Donc, la masse molaire du polymère est grande.
Et on prend des solutions, pourquoi? Parce que l'avantage, c'est qu'en changeant le solvant, on change la température de transition vitreuse. Donc, on peut regarder des gammes différentes, plus ou moins proches de la transition vitreuse en changeant le solvant. On a travaillé à solvant fixé pour l'instant, et donc la TG de moins 80 degrés Celsius. Et donc, ces solutions-là, elles sont réofluidifiantes. Ça veut dire que quand on regarde la viscosité en fonction du taux de cisaillement appliqué, on a un plateau puis une diminution de la viscosité à partir d'un gamma point caractéristique qui est donné par l'inverse d'un temps de relaxation. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a choisi ces solutions-là parce qu'elles avaient été étudiées précédemment dans l'équipe durant la thèse de Marion Zelka. Et donc, en utilisant encore une fois cette mesure de TPP, donc de suivi de motif photoblanchi. Et donc là, vous avez un exemple issu d'un article de Marion de 2021 où elle trace donc la longueur de glissement en fonction de la concentration en polymère. Et donc, on voit que pour ces solutions-là, on a une longueur de glissement qui varie entre 100 micromètres et 1 millimètre. Donc, des glissements relativement importants, donc plutôt facile à mesurer. Le problème, quand on veut regarder l'effet de la température, c'est que cette technique, elle repose sur la fluorescence de l'échantillon. Et là, vous voyez la fluorescence de l'échantillon à différentes températures. Et vous voyez que quand on chauffe, la température la plus élevée est ici, la fluorescence diminue. Donc, en fait, on n'a pas accès à une très grande gamme de mesures avec ces techniques-là parce que vu qu'elles reposent exclusivement sur la mesure de fluorescence, on est très vite coincé. Donc, on a dû développer une autre méthode expérimentale pour avoir accès au frottement. Donc, l'autre méthode qu'on a développée, c'est celle-ci, c'est d'utiliser un rhéomètre. L'intérêt d'un rhéomètre, c'est que ça mesure très précisément des forces et des couples. Et donc, c'était d'utiliser cette précision-là pour accéder au frottement et à la dissipation à la surface. Donc, le système expérimental, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est notre solution de polymère. On la confine entre notre wafer de silicium, sur lequel on s'attend à ce qu'il y ait du glissement, et une surface rugueuse en haut. Cette surface rugueuse, elle est mise en rotation, à une vitesse de rotation oméga. Donc, vous avez ici la photo de l'expérience. Et donc, l'idée, c'est de mesurer le couple subi par la surface du haut en fonction de la vitesse de rotation. En fait, je ne tracerai pas tout en fonction de la vitesse de rotation, je tracerai tout en fonction d'un taux de cisaillement apparent qui est donc le rayon fois oméga sur H. Voilà, donc là, vous avez un résultat expérimental. Donc, le couple en fonction de gamma point apparent. Donc, ça, c'est les mesures. En fait, on peut le calculer aussi analytiquement, ce couple. Le couple, donc c'est l'intégrale du bras de levier fois la contrainte. La contrainte, c'est état, la viscosité fois gamma point, le taux de cisaillement. État de gamma point, je vous l'ai montré tout à l'heure, on le connaît, on peut le mesurer indépendamment. Donc, c'est la courbe de réofluidification que j'ai montrée avant. Donc, cette fonction-là, elle est parfaitement connue. Ce qu'on ne connaît pas forcément, c'est le taux de cisaillement. Donc, la première hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas de glissement, auquel cas le taux de cisaillement, c'est petit r oméga sur h. On peut calculer analytiquement cette intégrale et on obtient la courbe rouge que vous voyez ici. Et ce que vous observez, c'est que cette courbe rouge, elle est beaucoup plus haute que les mesures expérimentales qu'on a effectuées. Et donc ça, c'est une trace forte qu'il y a du glissement dans le système. Donc l'idée, c'était de modifier ces hypothèses pour quantifier le frottement qu'on avait à la surface. Donc on peut faire une hypothèse de glissement. Cette fois-ci, donc le taux de cisaillement, c'est R oméga sur H plus B. La difficulté, c'est quelle hypothèse on effectue pour B. Donc l'hypothèse qu'on a faite, c'est de dire que B, c'est donc la viscosité qui dépend de gamma point. Et nous, on l'a divisé par un coefficient de frottement qu'on a pris constant et qu'on a essayé d'ajuster pour pouvoir matcher les points expérimentaux qu'on avait. Et ça marche assez bien. Vous voyez qu'ici, les points en bleu foncé, c'est les couples calculés avec glissement. Et ça matche assez bien avec les données en vert en dessous. Donc ça nous donne accès à un coefficient de frottement en fonction du gamma point apparent. Et on obtient cette courbe-ci avec un plateau et une décroissance. Et ça, c'est des mesures qui sont relativement reproductibles. Si on fait la mesure sur deux systèmes différents, enfin sur deux systèmes identiques, mais à plusieurs semaines d'intervalle avec un nettoyage entre les deux, on trouve à peu près les mêmes valeurs de couple et donc à peu près les mêmes valeurs de coefficient de frottement, à l'erreur près, parce que le nettoyage change toujours un petit peu l'état de surface entre deux mesures ici, mais on est quand même quantitativement reproductible. Donc, la question, c'est cette dépendance en gamma point pour lambda, elle est un peu inattendue et elle est assez forte. Et donc, il y a deux hypothèses qui permettraient d'expliquer cette forme de courbe-ci. La première, c'est une transition de glissement. Quand vous prenez des polymères que vous les mettez sur une surface, il y a des chaînes qui vont venir s'accrocher à la surface. On appelle ça de l'adsorption. Donc, c'est les chaînes en vert ici. Et quand vous faites s'écouler le polymère, il va y avoir des enchevêtrements entre les chaînes de la solution et les chaînes adsorbées. Et ça va empêcher le glissement. Donc, on va avoir un faible glissement et donc un fort frottement. Et puis, si vous faites s'écouler la solution plus rapidement, au bout d'un moment, vous allez réussir à désenchevêtrer ces chaînes et donc à glisser à nouveau et donc à frotter moins. Et donc, vous avez un profil de frottement qui est ceci, un grand frottement à bas gamma point et puis un saut ici, à partir d'un gamma point caractéristique qui dépend, lui, de la quantité de chaînes absorbées. L'autre
explication, ou en tout cas l'autre façon de formuler les choses, c'est de dire que la concentration en polymère au voisinage de l'interface est modifiée par la présence de l'interface. Et donc, on peut avoir, par exemple, une déplétion à l'interface. Donc, il y a moins de polymère et plus de solvant à l'interface. Donc, ça change la viscosité d'interface. Et dans ce cas-là, on peut montrer que le coefficient de frottement, c'est le rapport de la viscosité de l'interface sur la taille caractéristique de cette couche interfaciale. Et donc, si l'interface a des propriétés réofluidifiantes qui sont différentes de celles de la solution, on peut obtenir effectivement un lambda qui dépend de gamma point, et ce, de façon différente de eta. Voilà, donc nous, les expériences qu'on a effectuées ne nous permettent pas, pour l'instant, de discriminer entre ces différents mécanismes. Par contre, on peut essayer de quantifier cette dépendance en gamma point. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. À gauche, vous avez la viscosité. À droite, le coefficient de frottement. Les deux en fonction de gamma point. Donc, vous voyez qu'on a à peu près la même forme de courbe, un plateau puis une décroissance. Donc, j'ai utilisé le même modèle pour fitter les données. Donc, j'ai utilisé un modèle de Karo-Yasuda. Il y en a d'autres. Donc, ça suppose une dépendance en loi de puissance de gamma point. Et puis, ça permet d'extraire une valeur de plateau et un temps caractéristique de relaxation. Donc, on peut effectuer ça pour la viscosité, pour le coefficient de frottement. Et puis, si on fait le rapport des deux, on obtient donc la longueur de glissement en fonction de gamma point apparent. Et on obtient donc ce type de profil, donc un plateau puis une décroissance en gamma point. On obtient une décroissance en gamma point. Pourquoi? Parce que tau eta ici est plus grand que tau lambda. Donc 1 sur tau eta est plus petit que 1 sur tau lambda. Et donc, on réfluidifie la viscosité d'abord avant qu'il y ait une diminution du coefficient de frottement. Mais en fait, on observait un autre système où on avait une dépendance inverse pour une concentration plus faible et une masse molaire plus faible. Dans ce cas-là, les temps caractéristiques s'inversent et on obtient un B qui est croissant avec gamma point. Donc voilà, donc ça c'est pour la dépendance en gamma point qu'on ne peut pas complètement expliquer pour le moment. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est la dépendance en température. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc encore une fois, la viscosité à gauche, le coefficient de frottement à droite, à différentes températures. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur de plateau ici, à différentes températures. Donc c'est ce qui est tracé là. En orange, vous avez la valeur de plateau du frottement en fonction de 1 sur T, et en bleu, la valeur de plateau de la viscosité en fonction de 1 sur T. Vous voyez qu'on trouve encore une fois des droites dans ce mode de représentation. Donc on a bien des lois arhéniennes ici encore. La pente est de 26 kJ par mol pour le frottement, 21 kJ par mol pour la viscosité. Et donc, nécessairement, la longueur de glissement, elle est aussi donnée par une loi d'Arrhenius. Et la pente qu'on obtient, donc c'est 21 moins 26, moins 5 kJ par mol. Et donc, on observe une longueur de glissement qui augmente quand la température augmente. Voilà, donc pour récapituler ce qu'on a vu ici, donc on a pu développer une méthode qui permet de quantifier relativement facilement et rapidement du frottement au réomètre. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle ne donne accès qu'au taux de cisaillement apparent subi par le fluide, pas au taux de cisaillement vrai, et elle ne donne accès qu'à un coefficient de frottement moyenné sur la géométrie. Donc ça complique beaucoup l'interprétation physique des résultats. Ce qu'on a observé pour les solutions qu'on a regardées, donc polystyrène dans la DEP, c'est que B et lambda sont arhéniens. On a également observé de façon plus inattendue une dépendance de lambda avec gamma point, qu'on pourrait expliquer par une transition de glissement ou par une éventuelle réofluidification à l'interface. Mais pour comprendre ça plus en détail, on est obligé de regarder plus précisément ce qui se passe au voisinage de la paroi. Et pour ça, on a utilisé de la réflectivité neutron. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, pour faire de la réflectivité neutron, il faut des neutrons. Donc, il faut aller à un réacteur. Donc, ici, c'est le réacteur de l'ILL à Grenoble. C'est ce gros bâtiment blanc. Et donc, la beamline sur laquelle on a travaillé, elle s'appelle D17. Vous avez une photo ici du haut de la beamline. Donc, les neutrons se génèrent ici dans le réacteur qui est en blanc là. Ils sortent et ils arrivent sur l'échantillon et puis ensuite, ils sont réfléchis et récupérés dans ce gros bidon ici. Et donc, si vous voyez un zoom, ici, vous avez donc les neutrons qui arrivent par la droite, ici l'échantillon et puis le bidon ici du détecteur. Et donc, la cellule qu'on a utilisée, c'est celle-ci. Donc, c'est une cellule qui permet de générer un écoulement de Poiseuil cette fois-ci, donc par différence de pression à l'entrée et à la sortie. La surface du haut, c'est une surface de téflon, et la surface du bas, c'est une surface de saphir. Donc, plus précisément, la configuration que regarde, c'est encore une fois une solution de polystyrène dans la DEP. La seule différence, c'est qu'on prend du polystyrène deutéré pour une histoire de contraste en neutrons. C'est des solutions semi-diluées, donc on peut décrire les chaînes par un ensemble de blobs. Chaque blob est de taille xi. On peut générer un écoulement dans la solution pour pouvoir regarder ce qui se passe sous écoulement. Et puis la surface du bas, c'est une surface de saphir. Donc on envoie les neutrons à l'interface, ils sont réfléchis, on regarde l'intensité réfléchie,
en fonction du vecteur d'onde Q, qui dépend de l'angle d'incidence θ et de la longueur d'onde des neutrons lambda. Nous, on travaille en temps de vol, donc on travaille à θ fixé et lambda variable. Alors, dans la littérature, il y a deux cas un peu extrêmes qui sont schématisés. Le cas attractif. Dans le cas attractif, l'interaction polymère-surface est plus favorable que l'interaction solvant-surface. Et donc, vous allez avoir une surconcentration en polymère au voisinage de la paroi et des chaînes adsorbées. Donc, si vous regardez en termes de profil de concentration, c'est la courbe verte, donc une surconcentration à l'interface, et puis ensuite la concentration de la solution. L'autre cas, c'est le cas inverse, une surface répulsive, auquel cas on a plus de solvant près de la paroi, donc moins de polymère, et donc on a une zone qu'on appelle la zone de déplétion, où on a moins de polymère. Et donc, c'est la courbe rouge que vous voyez ici. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est dans quel cas on se trouve, nous. Donc, c'est ce que vous allez voir ici. Donc, à gauche, vous avez le profil de réflectivité. R, c'est la réflectivité, et je multiplie par Q à la puissance 4, parce qu'on veut mettre en avant ce qui se passe aux grandes valeurs de Q. Donc, c'est les deux courbes ici, ça correspond à deux concentrations en polymère différentes. Donc, on peut fitter ces données-là, et en effectuant ce fit, on obtient le profil de concentration, ici normalisé par la concentration de la solution, en fonction de la distance à la paroi. Donc, ce que vous observez, c'est qu'effectivement, près de la paroi, on a une sous-concentration en polymère, donc on a une déplétion. Et ce qu'on peut quantifier, c'est la taille de cette zone de déplétion en fonction de la concentration pour ces deux solutions-là. Et on observe donc une déplétion d'environ 50 angstroms, donc 5 nanomètres pour la solution la plus concentrée et 10 nanomètres pour la solution la moins concentrée. Et en fait, ça vérifie une hypothèse théorique faite par Pierre-Gilles Degène qui donc stipulait que quand on a de la déplétion, la taille de la zone de déplétion scale avec la taille du blob. Et la taille du blob, elle varie comme la concentration à la puissance moins 3/4. Et donc, sur les mesures qu'on a faites ici, effectivement, on retrouve cette dépendance en phi puissance moins 3/4. Voilà, on a fait une autre expérience. Cette fois-ci, on a regardé le solvant au voisinage de la surface dans deux cas. Le premier cas, c'est le solvant sur la surface propre. Le deuxième cas, on a passé la solution sur la surface, puis on a rincé fortement et on a remis du solvant propre. Et on a refait la courbe de réflectivité. Et vous obtenez donc la courbe bleue sur la surface propre et la courbe orange sur la surface qui a été en contact avec la solution. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que les courbes ne sont pas les mêmes. Donc, a priori, il reste du polymère à l'interface dans le deuxième cas. On ne peut pas fitter ces données-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une autre manip. On a regardé les profils de réflectivité X. Donc, on a repris cette configuration-là, on a séché. Donc, on se retrouve éventuellement avec une couche de polymère déposée sur la surface, dans l'air. Donc, on mesure la réflectivité en fonction du vecteur d'onde Q. C'est exactement le même principe qu'en neutrons, mais on envoie des rayons X à la place. Et on peut fitter ces données-là et on obtient un profil de densité électronique. Donc, ici, on voit qu'on a le saphir, l'air, et puis on voit effectivement une couche intermédiaire de polymère d'environ 2 nanomètres d'épaisseur. Donc, il reste bien des chaînes adsorbées et on peut estimer une concentration de surface de moins de 1%. Donc, en fait, il y en a, mais il y en a très peu. Et ça pourrait expliquer qu'on ne puisse pas fitter ces données-là expérimentalement. Donc, pour la dernière expérience qu'on a effectuée, c'est la mesure sous écoulement, pour voir si l'écoulement jouait sur le profil de concentration. Donc, on a créé un écoulement dans le fluide et on caractérise l'écoulement par le débit, Q, ici. Et pour savoir si le débit est important ou pas important, on a un nombre adimensionné qui est le nombre de Weissenberg. Donc, il fait intervenir le débit, le temps caractéristique de la solution et puis deux paramètres géométriques de l'écoulement. Et donc ici, à gauche, vous avez le profil de réflectivité à différents débits. Vous voyez que les points se superposent et puis on peut fitter débit par débit et on obtient la taille de la zone de déplétion en fonction de ce débit adimensionné. Et vous voyez que la taille de la zone de déplétion ne dépend pas du débit. Donc, voilà, la conclusion, c'est que l'écoulement, le débit ici ne joue pas sur le profil de déplétion. Je mets en avant le fait qu'on est allé jusqu'à Weissenberg égale 0,1. S'il y a des effets, on peut s'attendre à ce qu'ils arrivent à Weissenberg plus grand que 1, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a de la réophidification de la solution et des effets non linéaires. Donc, il est possible qu'il y ait des effets pour Weissenberg plus grand que 1. En tout cas, il n'y en a pas en dessous. Donc, pour récapituler ce qu'on a observé là, on a vu qu'on a des profils de déplétion, mais qu'on avait des chaînes adsorbées. Ça, c'est un résultat un petit peu inattendu, qu'on ait les deux en même temps. Et on a vu que le profil de concentration près de la paroi n'est pas affecté par l'écoulement jusqu'au Weissenberg égale 0,1. Je rajoute une petite remarque ici, c'est que les solutions qu'on a regardées, c'est du polystyrène dans la DEP, donc c'est ces molécules-là.
Dans les mesures en neutrons, on a regardé ça sur du saphir. Donc là, c'était un matériau amorphe d'oxyde d'aluminium avec éventuellement une couche oxydée à la surface qui présente donc des O et des H labiles. Et donc, en fait, on a certainement une interaction assez favorable entre le substrat et la DEP ici. Et ça nous permettrait, enfin, ça permet de comprendre pourquoi on aurait de la déplétion au voisinage du saphir et pas une surconcentration en polystyrène. Quand on regarde, nous, les mesures de glissement, on travaille sur un wafer de silicium, donc c'est de la silice cristalline avec une couche oxydée également. A priori, chimiquement, on s'attend à ce qu'il y ait une forte interaction entre la DEP et la couche oxydée par liaison H typiquement, qu'on ne peut pas vraiment avoir avec le polystyrène. Et donc, on pourrait supposer qu'on a également de la déplétion dans le cas d'un wafer de silicium. Et ça permettrait éventuellement de comprendre un peu mieux les dépendances de lambda en gamma point. On ne peut pas encore faire, mais qui permet de donner une piste en tout cas. Voilà, donc pour conclure sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc je vous ai remis encore une fois cette courbe issue des simulations numériques, lambda en fonction 1 sur T, un régime arrénien à haute température et un régime super-arrénien à basse température quand on n'a pas de cristallisation à la surface. Ça a été déjà observé pour du PDMS, on l'a observé également pour des solutions de polystyrène, on voit également ce régime arrénien. On a également quantifié donc, cette absorption et déplétion au voisinage de la surface, ça c'est un résultat inattendu. Et ce dont je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui, c'est que j'ai également fait un projet d'étude de la cinétique d'absorption de chaînes de polymères sur une surface et j'ai regardé notamment l'effet de la température sur cette cinétique d'absorption. Voilà. Et donc, en termes de perspective, il y a plusieurs directions qu'on pourrait explorer maintenant. Donc, la première, c'est de réutiliser cette mesure au réomètre. Jusqu'à présent, on faisait des mesures sous écoulement, donc on cisaille le fluide à une vitesse de rotation oméga. L'idée, c'est de faire une sollicitation fréquentielle et qui permettrait éventuellement d'obtenir un coefficient de frottement fréquentiel. Ça, on peut l'obtenir en simulation, on ne peut pas vraiment l'obtenir pour l'instant expérimentalement, enfin pas avec toutes les manips pour l'instant. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. L'autre conclusion, c'est que les polymères, c'est très pratique parce que ça glisse beaucoup, donc on peut le quantifier plutôt facilement. Le problème, c'est qu'ils ont des comportements très complexes au voisinage d'une interface, donc on a de l'absorption, de la déplétion, on peut avoir de la réofluidification, donc c'est compliqué. L'idée, ce serait d'utiliser des liquides plus simples, par exemple des liquides qui peuvent former des verres, parce que du coup, la viscosité peut être très grande et donc on peut glisser fortement, et de regarder des effets de surface. Et je mentionne ici un résultat récent de l'ISE collaborateur qui mesure justement du frottement de glycérol en utilisant du SFA. Et donc, il mesure ce frottement en fonction de la température et voit un coefficient de frottement qui augmente avec la température. Et ça, c'est intéressant parce que nous, dans tout ce qu'on a observé jusqu'à présent, pour les polymères et en simulation, on voit toujours un coefficient de frottement qui diminue avec la température. Donc, il y a certainement d'autres mécanismes à l'origine du frottement ici. Et donc, il y a certainement encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre sur ces sujets-là. Voilà. Et donc, je vais finir par remercier beaucoup de gens qui ont collaboré à ces projets-là, donc en particulier mes deux directeurs de thèse, les collaborations qu'on a eues, donc Laurent et Samy à l'ILM pour les mesures de dynamique moléculaire, Simone et Eric à l'ULB à Bruxelles pour les mesures de diélectrique, qui ont servi pour les cinétiques d'absorption, les deux stagiaires que j'ai encadrés, Oriane et Lilian. Voilà tous les gens du LPS, du LLB, l'équipe MMOI, Thiago qui nous a beaucoup aidé pour les mesures, les manips. Tous les services, au MMB, donc toute l'équipe du MMB, Daniel qui nous a aidé beaucoup pour les mesures au réomètre et Marion dont j'ai pris la suite de la thèse et qui, depuis qu'elle est revenue à Paris, a été beaucoup investie dans nos mesures. Et puis beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter, donc notamment Liliane avec qui j'ai eu la chance d'échanger à de nombreuses reprises et qui connaît très bien ces sujets-là, donc ça a été très intéressant de discuter avec elle. Et puis Giuseppe et Elie de mon comité de suivi, Dimitri et Dominique qui ont effectué les calculs de DFT du polystyrène au voisinage du saphir. Et puis voilà, Clémence qui m'a aidé pour l'aspect chimie. Et puis Étienne qui m'a aidé pour le cluster, Vincent qui a mis en place le contrôle en température de la TPP, Jérémy qui m'a aidé à de nombreuses reprises pour tous les problèmes d'informatique et Arnaud Hellary au LLB qui a qui a développé en fait la cellule neutron telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Voilà, et je vous remercie vous pour votre attention.